Les femmes noires pendant la colonisation ont été sexualisées. Nous sommes au XXIe siècle et nous n'arrivons à nous défaire de cette image faussée, dérangée, malmenée de la femme noire. Au profit du blanc, les femmes noires étaient violées dans les champs de coton, dans les foyers où elles servaient de femmes de ménage. Elles ont été trahies, haïes, utilisées au plaisir du patron, du chef, du maître. Bienvenue, messieurs et dames, à cette chronique Culture Noire. Je suis Fred Lard, poète et promoteur culturel. Il est intéressant aujourd'hui que je vous raconte cette histoire, mais de façon différente. Pas de la manière toujours que nous avons l'habitude d'écouter par les médias interposés ou par des médias imposés. Il devient intéressant d'avoir une réflexion sur notre société actuelle, sur le Congo d'aujourd'hui, sur l'Afrique d'aujourd'hui et sur la femme noire d'aujourd'hui. Sans le savoir, la femme noire a encore les stéréotypes laissés par la violence de la colonisation qu'elle a subie pendant des siècles. Et il faut rappeler que depuis le 15e, le 16e siècle, la femme africaine se voit toujours comme une femme secondaire. Elle se voit toujours comme une femme qui n'a pas de valeur, comme une femme qui ne connaît pas sa place, comme une femme qui n'a pas de rôle à jouer en tant que telle. Nous savons qu'il y a des militantes, qu'il y a des femmes extraordinaires qui depuis un bon moment luttent pour changer l'image de la femme. Mais nous allons commencer cette chronique en parlant de quelque chose qui est très étrange. Et vous allez voir que psychologiquement, nous ne le savons pas, mais que la femme a une façon de se voir qui est différente de celle qu'elle devrait avoir. Prenons un exemple très simple. Nous connaissons tous aujourd'hui le marché des cheveux. Et nous savons que les Noirs ont des cheveux crépus. Et nous savons aussi que certains Noirs, jusqu'ici, sont encore convaincus que s'il fallait garder les cheveux noirs, ce ne serait pas joli, ce ne serait pas beau. Parce que, bien entendu, la société, la télévision, les films montrent des femmes avec des cheveux différents. Et c'est pour cette raison que je vais aborder sous un angle différent cette question pour vous montrer comment psychologiquement, depuis des siècles, la femme est influencée, la femme noire est influencée encore par l'idée coloniatrice et par l'idée colonisatrice. J'aimerais pour cela évoquer le fait que psychologiquement, on ne le sait pas, mais à travers des siècles, à travers des générations, des décennies, lorsque nos enfants, par exemple, les filles reçoivent pour jouer des poupées qui ne ressemblent pas à leur propre image, mais ressemblent aux images que nous voyons à la télé, cette idéalisation de l'autre couleur se fait à travers ces petits gestes depuis l'enfance. Ce qui amène cette jeune fille à grandir et à vouloir imiter cette poupée. Ça, c'est un point de vue. Et vous savez que la chose la plus centrale, lorsque un bébé, un enfant a une poupée, ce sont les cheveux. Et ces cheveux, nous savons, sont blanchisés. C'est-à-dire que ces cheveux sont occidentalisés. Ce sont des cheveux qui ressemblent à des femmes blanches. Parce que nous savons que le modèle préconisé par les colonisateurs, par les colons, c'est le modèle de la femme et de l'homme blanc. Mine de rien, cela paraît innocent puisque l'argent sort des poches de ces femmes ou de ces parents noirs qui achètent des jouets pour leur bébé. Avec le temps, on ne se rend pas compte, lorsque cet enfant grandit, la première chose que l'enfant commence à vouloir faire, c'est de rendre ses cheveux lisses. Et pour rendre ses cheveux lisses, on commence par les défriser. Lorsqu'on défrise les cheveux, on ne se rend pas toujours compte. Ça paraît très innocent, ça paraît très normal. On utilise plusieurs produits cosmétiques qui sont en majorité fabriqués par des firmes qui sont occidentales. Donc, c'est une économie extraordinaire. Ça fait rentrer des milliards par mois à ces sociétés-là. Défriser les cheveux devient un modèle. Se regarder à travers ce modèle des cheveux défrisés, c'est être belle pour plusieurs femmes noires. Ça, c'est un aspect très important qu'il faut considérer puisque nous savons que lorsqu'ils vont grandir, lorsque ces filles grandissent, lorsque ces garçons grandissent, leur vision, leur façon de voir le monde se considère sur le fait que
avoir les cheveux lisses, c'est être une belle femme. Nous ne contredisons en rien cette réalité, ou cette vérité, ou cette affirmation. Mais nous voulons faire comprendre ici que les idées des colons continuent, puisque l'idéal d'un colon ou d'un esclavagiste à l'époque, c'était que les Noirs deviennent aussi intelligents et qu'ils deviennent aussi sages, ou qu'ils changent de couleur comme eux, les Blancs, qu'ils se ressemblent pour vivre ensemble. C'est pour cette raison, j'insiste, il faut lire Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. C'est très important. Alors, cette jeune femme a grandi et elle regarde des séries télé, elle regarde beaucoup de choses et elle a remarqué la beauté éclatante de ces autres femmes qu'elle regarde à travers l'écran. Et à travers l'écran, cette femme a besoin, bien entendu, de vivre aussi, de se sentir une belle femme. Et donc, le marché des vrais cheveux dans le monde fait rentrer des milliards de dollars. Et je dois le dire, la plus grosse partie, en ce moment où nous parlons, dans le monde où on achète le plus ces cheveux lisses, ces vrais cheveux venant d'autres peuples qui ont des cheveux lisses, c'est l'Afrique. L'Afrique fait rentrer des milliards à ces sociétés, puisque l'Afrique réussit avec le temps à faire des achats énormes. Et nous savons tous, nous avons déjà vu des publicités à la télé, à la radio, partout, ou même dans nos quartiers, auprès de nos sœurs, de nos frères, qui vendent des cheveux aux femmes noires. Mine de rien, cette femme, se regardant à travers cette beauté, continue effectivement d'idéaliser la peau blanche. Et nous allons voir que, outre les cheveux, qui sont, nous le savons, on dit faux cheveux, mais ce sont des vrais cheveux arrachés à des femmes qu'on vend pour ressembler, bien entendu, à des femmes occidentalisées. Outre ces cheveux, nous avons un autre aspect très important. L'autre aspect très important, c'est la peau. Vous allez voir que, sans se rendre compte, la plupart des produits cosmétiques que nous achetons, la plupart de ces produits cosmétiques sont des produits qui possèdent ce qu'on appelle de l'hydroquinone. Et ceux qui fabriquent ces produits-là disent que le dosage dans un lait de beauté, par exemple, hydroquinoné, doit être de 2%. Il arrive, nous le savons, que ces produits cosmétiques soient jusqu'à 5% d'hydroquinone et même plus, parce que ça fait quoi? Ça décape la peau, ça dépigmente la peau. Et la dépigmentation de la femme noire est encore une autre conséquence vivante de la colonisation. Mine de rien, ça paraît normal qu'une femme dise que je voudrais ressembler un peu plus à quelqu'un de plus clair qu'à quelqu'un de sombre. C'est aussi sa loi, c'est aussi sa logique, c'est aussi son droit. Mais ce que nous ne savons pas, ce sont les conséquences de ces actions économiques sur le peuple noir. Puisque nous savons que ces femmes dépensent des sommes faramineuses pour arriver à se dépigmenter la peau. Des hommes, tout comme des femmes, nous le savons. Mais ici, nous voulons soulever le côté psychologique pour montrer qu'en réalité, nous avons refusé la colonisation, mais nous n'avons pas refusé l'idée de la colonisation. Nous acceptons encore à travers les cheveux de se faire coloniser. Nous acceptons encore à travers la peau, la dépigmentation de la peau, de se faire coloniser. Et cette colonisation-là est la forme la plus violente et la plus lourde. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'apparence de quelque chose de violent. Ça nous violente parce que notre économie est touchée. Notre façon de vivre est touchée. Nous savons qu'il y a des hommes noirs qui ne s'accommodent qu'à des femmes qui ont une couleur un peu plus claire, un peu plus blanchisée, parce que cela voudrait dire que c'est un certain prestige. Nous allons encore aller plus loin pour montrer un autre aspect de ce qu'on va appeler des effets psychologiques néfastes, les conséquences psychologiques néfastes sur notre façon de vivre en tant que noirs, sur les femmes noires. Il y a aussi ce côté où nous savons qu'il y a eu des mulâtres. Les mulâtres, ce sont des enfants qui sont nés de deux races, de deux couleurs, blanche ou noire, jaune ou rouge. Les mulâtres ont du mal à s'adapter souvent, nous le savons, nous les rencontrons, nous vivons d'ailleurs, Frantz Fanon en parle aussi dans son livre, ils ont du mal à s'adapter aux personnes de couleur, ce qu'on appelle les personnes de couleur, ils préfèrent se pencher aux personnes un tout petit peu blanches. Pourquoi? Parce que bien entendu, nous savons l'idée derrière
c'est que ce qui est blanc est juste, ce qui est blanc est beau, ce qui est blanc est fort, ce qui est blanc est grand. Nous essayons toujours de faire la différence dans ce que nous disons. Nous essayons de faire comprendre. Nous essayons d'expliquer, de désaliéner l'idée selon laquelle qu'une race est supérieure à une autre. Il n'y a pas de noir supérieur au blanc, il n'y a pas de blanc supérieur au noir. Et nous voulons montrer cet aspect à travers ces aspects psychologiques qui restent encore très forts parce que nous savons que nos femmes roulent dans ce moule sans s'en rendre compte. Et nous l'avons dit, il y a des femmes qui se battent jour et nuit pour changer ces choses, pour modifier notre perception de la femme noire aujourd'hui. Alors, nous allons évoquer un autre point, et là, c'est le plus épineux, parce que nous savons que pendant la colonisation, les femmes noires étaient sexualisées. D'ailleurs, c'est le thème de notre chronique aujourd'hui. Sexualisées parce que elles sont belles, elles sont jolies, et donc elles servaient, on va dire, d'esclaves sexuels à beaucoup d'hommes, à beaucoup de colons, à beaucoup d'esclavagistes, et ça a duré des siècles. Malheureusement, cette histoire ne s'arrête pas là. Puisque nous savons aujourd'hui, il y a des études qui ont été menées, qui démontrent que la pornographie a beaucoup sexualisé la femme noire. Et ça, c'est quelque chose de terrible et de terrifiant. Puisque nous savons que la plupart des gens ne montrent jamais qu'ils regardent des films de nudité, d'érotisme ou de films pornographiques, mais nous savons aussi que la plupart des individus regardent ces films-là. Et du point de vue psychologique, en tant que noirs, les femmes noires qui participent à ces films ne savent pas qu'elles participent aussi à une sorte de colonisation de la chosification de la femme. Nous le disons, chacun est libre de faire le métier qui lui convient, mais nous le disons pour le faire comprendre, puisque nous savons qu'il y a ce qu'on appelle le fétichisme. Et le fétichisme dans la pornographie, on peut utiliser n'importe quoi. Par exemple, on peut utiliser les termes Ku Klux Klan, donc KKK, et vous allez voir, ça va sortir des femmes noires dans ces lieux-là. Ce sont les femmes noires qui ressortiront. Ce sont les femmes noires qu'on va montrer en train de prendre des positions bien spécifiques, en train de faire des choses bien spécifiques. Si bien que dans la vraie vie, donc dans la réalité de tous les jours, ce qui se passe, c'est que ces femmes noires-là passent dans les rues, rencontrent des hommes. Et ces hommes qui sont rencontrés, ces hommes qui vivent, ces hommes qui ont besoin de sexe, puisque c'est un besoin naturel, chosifient alors la femme noire en pornographe. Et d'ailleurs, ces études montrent bien qu'il y a des hommes qui rencontrent de ces femmes noires, qui vont à la rencontre de ces femmes noires lorsqu'ils regardent des films pornographiques et des postures bien spécifiques et qu'ils veulent faire subir à des femmes noires. Il y a des termes esclaves, qui reviennent beaucoup dans ces fétichismes pornographiques. Et donc, cette image de la femme noire qui, toujours, va servir à quelque chose de sexuel. Il y a des hommes, lorsqu'ils voient une femme noire, ils regardent tout de suite un film pornographique dans son mental. Et sans s'en rendre compte, avec le temps, ces femmes finissent par jouer le jeu. Puisque la mode parfois, arrive à la sexualiser. Si bien que peu importe le type de mode qu'on utilise, elle arrive toujours à être sexualisée. Il y a des actrices noires qui ont raconté avoir été proposées dans des rôles où elles devaient jouer les femmes, les coquines noires, où elles devaient jouer les femmes en boubou noir, mais pour attirer des hommes d'un certain âge. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut prendre des exemples bien précis pour démontrer avec précision que les femmes noires ne sont pas les seules, puisque nous savons que les femmes arabes aussi subissent la même chose dans des sites pornographiques. On les appelle les beurs, beurs qui signifie femmes arabes, et ces beurs sont utilisés, on les appelle ainsi pour signifier que ce sont des femmes arabes qui servent de sexe, qui servent pour des plaisirs sexuels. Et c'est pour cette raison que nous voulons attirer l'attention sur le fait qu'il devient impératif de faire un travail d'historisation, c'est-à-dire qu'un travail, une épistémologie sur la société noire, de la femme noire d'aujourd'hui, pour arriver à déconstruire tous les stéréotypes qui vont avec.
pour arriver à faire un travail de fond, pour arriver à faire comprendre que nos enfants vivraient mieux si on arrivait à nous défaire de toutes les choses qu'on nous impose par la mode. Les cheveux lisses ne sont pas le nec plus ultra de la sagesse ou du bien-être humain. Avoir des cheveux d'autres femmes achetés pour ressembler à une blanche n'est pas l'émancipation, nous le savons très bien. L'imitation n'a jamais libéré personne. Nous ne disons pas que les femmes n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent, mais nous observons la société. Nous constatons que malgré tous les efforts qui sont fournis par des autorités, par des États, par des mouvements, par des associations, par des activistes pour nous amener à faire un travail de fond sur notre race, sur notre nature, à nous connaître nous-mêmes, nous n'arrivons pas encore à nous défaire. C'est aussi la faute à la publicité, c'est aussi la faute à la mode, mais nous ne pouvons pas non plus empêcher d'autres personnes de vivre de ce dont ils savent faire. Nous pouvons simplement constater qu'il devient impératif de faire un travail culturel pour arriver à défaire de la tête de nos sœurs qu'avoir des cheveux lisses, que c'est la chose la plus merveilleuse à faire. Elles ont la liberté de le faire. Celles qui le font pour ressembler aux autres, dans le but de pouvoir s'allier aux autres, dans le but de communier avec les autres, je pense qu'on devrait les laisser le faire. Mais nous savons que la plupart du temps, c'est un critère de sexualisation, c'est un critère pour ressembler à une certaine beauté, pour attirer un certain type d'homme, et parfois pour s'européaniser. Et nous voulons dire, à travers tout ce que je viens de décrire ici dans cette chronique, qu'il est nécessaire de fournir des centres culturels, de fournir des films, des documentaires qui expliquent notre véritable nature, qui expliquent que l'humanité, c'est l'humanité. Et l'humanité, elle est multiple. Elle est blanche, elle est noire, elle est jaune, elle est rouge, et bien d'autres, que nous pouvons d'ailleurs, à travers l'archéologie, à travers l'anthropologie, découvrir que l'être humain est complexe. Vous allez voir que nous avons des traits communs avec certains animaux, bien que la théorie reste à prouver. Nous savons très bien que nous avons des similitudes avec beaucoup de points dans la nature. Nous savons bien que les 4 saisons se trouvent aussi même dans la formation, la gestation de l'être humain. Nous savons aussi que peu importe la couleur que nous portons, il n'est pas nécessaire de ressembler à une autre couleur pour être nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas oublier qu'il y a eu défaut, qu'il y a eu, on va dire, traître. Vous savez, quand on dit la traite négrière, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Parce que le mot nègre, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, mais nègre, ça signifie la chose, ça signifie le noir n'est personne. Et c'est très important de comprendre ça, que pour éviter de tomber dans les bassesses de ceux qui nous ont plongés dans ce marasme, dans ce tohu-bohu, il est nécessaire de ne pas nous dénigrer. Et regardez le mot dénigrer, il est composé de deux, du préfixe dé et nigre. Il y a nègre dedans, donc il y a nègre dedans. Dénigrer, ça signifie rendre noir quelqu'un, mais de façon négative. Et c'est très important. Lorsqu'une femme veut absolument ressembler à quelqu'un d'autre que ce qu'elle est alors qu'elle est noire, elle se dénigre. Et en se dénigrant, elle enlève sa culture noire, elle sort, elle se détache de tous ses ancêtres, elle se détache de tout ce qu'elle a de plus beau, de tout ce qu'elle a de plus humain. Vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire de rester tout à fait tel que nous sommes nés pour ressembler à un humain. On peut toujours ajouter un artifice. Les habits, nous les portons, ce sont des artifices. Par contre, lorsque nous faisons une chose avec pour seule intention de ressembler à une autre personne parce que nous nous croyons différents, parce que nous nous croyons moindres, parce que nous nous croyons moins valeureux, à partir de ce moment-là, nous fouillons notre véritable nature, nous tombons dans la bassesse de l'inhumanité et ce qui nous arrive, c'est que nous perdons notre valeur. La valorisation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors nous allons saluer toutes les femmes qui portent leurs propres cheveux. Toutes les femmes qui font des campagnes, qui font un travail sur leurs cheveux, sur leur corps, sur leur peau.
toutes ces femmes qui fabriquent des produits cosmétiques liés à la peau noire dans le but de ne pas décaper, mais simplement de remplir d'énergie, de force, de puissance, de vitamines cette peau pour l'entretenir. Nous saluons avec brio, avec énergie, avec amour, toutes nos sœurs, par exemple, que nous connaissons au Congo, qui essaient de garder une peau formidable. Je peux citer Mixiana là-bas, qui a une peau très noire et très belle. Nous pouvons citer Mwasi Moyindo, qui sont des femmes, bien entendu, qui gardent leur peau noire. Et nous savons aussi qu'il y a des femmes qui sont nées avec une peau plus claire. Nous les saluons aussi pour rester telles qu'elles sont, sans pouvoir imiter d'autres femmes. Alors, mes chers compatriotes, il devient nécessaire de comprendre que pour que nous puissions retrouver notre identité véritable, notre identité féminine, notre identité féministe, notre identité de femme noire africaine, il devient important de se rappeler, de ne pas se dénigrer. Donc, de ne pas refuser le fait que nous sommes des Noirs et notre identité noire n'enlève rien à notre humanité. Se décaper la peau, se dépigmenter, ce n'est pas, nous le savons médicalement déjà quelque chose de très recommandable, mais c'est quelque chose que nous voulons éviter. C'est quelque chose que nous voulons changer parce que culturellement, ça donne un signal aux autres de nous dénigrer, de nous prendre pour des pantins parce que nous jouons des rôles que nous n'avons pas. Et nous pouvons jouer de véritables rôles que nous avons. Les rôles des femmes noires, des combattantes. Souvenez-vous de ces légendes qui racontent l'histoire d'un Kipavita, cette femme qui lutta fière et forte contre les colons portugais, et il faut signaler qu'elle a été brûlée vive avec son enfant au dos. C'est un symbole très fort, c'est pour dire qu'elle ne pouvait même pas se débarrasser de son enfant pendant qu'elle menait toutes ces luttes. Cette femme avait une puissance parce qu'elle a réussi à faire comprendre à ceux qui étaient venus pour coloniser son pays, son royaume, à ceux qui étaient venus pour la maltraiter et maltraiter ses semblables, que l'humanité, ce n'était pas ravir, prendre de force un espace, c'est pour ça que le terme colonisation existe, prendre de force un espace, s'y installer, vouloir détruire ce peuple. Et nous savons que ces femmes inspirent aujourd'hui des millions d'autres femmes à travers le monde parce qu'elles ont réussi à faire un travail extraordinaire pour la lutte, pour la survie du peuple noir. Et nous pouvons aussi nous rappeler de Mama Ngunga, qui était la femme et l'épouse de Mabiala Manganga, qui était un monsieur très intéressant parce qu'il a réussi à faire la misère aux colons, leur démontrer que nos puissances, que nos rites étaient encore existants et que nous avions la possibilité de faire les choses avec intelligence et qu'on n'avait pas besoin d'une civilisation violente pour pouvoir nous montrer que nous étions hommes ou que nous étions femmes. Et à partir de ce moment que je vous ai cité ces quelques noms, des femmes très fortes, j'aimerais aussi faire un clin d'œil à Wangari Maathai, qui est une femme kenyane qui a existé au Kenya. Elle était ministre de l'Environnement, prix Nobel de la paix 2004. Cette femme a fait un travail extraordinaire et j'espère que vous irez regarder ses œuvres, vous irez vous intéresser. Elle a reçu plus d'une douzaine de titres et de trophées à travers le monde pour son travail d'acharnement. Cette femme a prouvé qu'il était nécessaire de prendre conscience de la question environnementale en Afrique. C'est elle qui a initié la question du Green Belt, c'est-à-dire la ceinture verte qui devait commencer du Sénégal jusqu'en Afrique du Nord pour créer une forme de ceinture pour éviter que le désert qui se développe et qui s'approche de l'Afrique subsaharienne continue à se développer. Ces femmes, si vous regardez bien leur parcours, vous allez voir que ce sont des femmes extraordinaires. Regardez souvent la coupe de cheveux de Wangari Maathai. C'est une coupe de cheveux bien différente. C'est une femme qui a lutté toute sa vie pour faire en sorte que les femmes et les enfants vivent dans une Afrique saine. Pour terminer cette chronique spéciale, les femmes noires liées à la colonisation, il est important que je rappelle les points forts de cette chronique en disant que pendant la période de la colonisation et de l'esclavage, les femmes étaient utilisées comme des choses par des colons blancs. Et que cette réalité a peut-être changé physiquement, mais psychologiquement, cette réalité est toujours là. Et pour dernier exemple, j'aimerais prendre à témoin des frères et des sœurs qui sont bien entendu dans nos pays. Nous savons très bien combien nos femmes, nos jeunes filles tremblent lorsqu'elles voient une personne de couleur.
arriver dans la ville parce que ça signifie l'éveil, ça signifie le voyage, ça signifie la richesse, ça signifie sortir de la pauvreté. Et nous pouvons travailler ensemble pour que notre culture ou notre vision de l'homme blanc soit une autre vision, soit une vision humanitaire, que ce soit une femme qui tombe amoureuse véritablement d'un homme, mais que ce ne soit pas une femme qui tombe amoureuse d'un intérêt, parce que nous savons que les conséquences de tout ça sont souvent néfastes. Nous n'avons pas tendance à penser à nos frères blancs lorsqu'ils sont utilisés par des femmes qu'ils amènent en Europe et que ces femmes arrivent une fois sur place, les abandonnent même pour certains noirs. Il faut aussi penser une pensée pour ces hommes-là qui sont victimes parce que eux ne savent pas, ils ne connaissent pas les affres, ils n'ont pas la réalité que nous vivons, ils ne savent pas que la colonisation a encore des effets très néfastes économiquement, même de nos jours, et que si nos femmes veulent ressembler à leurs femmes, c'est parce que l'idéalisation de l'homme et de la femme blanche a été quelque chose de terrible, et quelque chose de terrible tellement que dans les gènes, c'est passé, et que nos enfants pensent toujours qu'il est nécessaire de ressembler à ce qui vient d'Europe, à ce qui vient de France. Et cette perversion va plus loin, puisque nous savons que l'éducation même nous suit. Et nous interpellons les autorités locales, et je me souviens par là d'une interview du Premier ministre de la République du Congo. Je me souviens lorsqu'il était encore ministre de l'Enseignement, avait fait une déclaration que j'avais appréciée, puisqu'il avait dit que toutes les écoles qui prétendent avoir le programme français sont des écoles qui trompent les gens, parce qu'au Congo, on n'utilise pas le programme français. Au Congo, c'est le programme congolais. Et j'ouvre cette brèche pour expliquer que lorsque nos jeunes filles vont à l'école où c'est écrit programme français, il y a ce prestige parce qu'on a dit programme français, que ces jeunes filles-là se disent c'est formidable, et donc si elles arrivaient à voir quelqu'un qui venait de ce pays, il est clair que elles seraient plus intéressées parce que ce programme signifie que c'est supérieur. Et c'est cette erreur que nous voulons corriger en prenant ce dernier exemple, en disant que il n'est pas logique, parce que dans les faits, nous savons que le programme français ne changerait rien, puisque ce programme-là ne correspond pas à notre culture à nous. Nous avons aussi droit à notre propre programme, nous avons notre propre culture, et ce serait plus intéressant que nos autorités s'intéressent à insérer dans nos propres programmes l'histoire qui nous concerne, l'histoire de nos sœurs, de nos enfants, de tous les jours, l'histoire des femmes noires. Mes chers compatriotes, messieurs et dames, je vous remercie d'avoir suivi une fois de plus Culture Noire, et donc je vous invite au prochain numéro, et nous remercions la production NTI, et nous vous conseillons d'aller regarder en replay sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube et bien d'autres. À la prochaine.